Salut à tous, salut à toutes, c'est Grégoire pour AST Prep. Ce week-end, on a organisé un mini Taj Match blanc en live et vous étiez plus de 150 à nous suivre. Les mêmes questions que le jour J, le même nombre de sous-tests, simplement c'était 10 minutes par sous-test au lieu de 20 minutes comme le jour J, donc une épreuve de 1 heure au total. Si vous n'avez pas encore fait le sujet, il est disponible dans la bio, je vous invite vraiment à le faire en conditions réelles, puis à regarder la correction. S'entraîner dans les conditions de l'épreuve, c'est vraiment ce qui va vous faire progresser et décoller votre score au Taj Maj. C'est pour ça que sur AST Prep, on organise tous les mois un Taj Maj live mensuel avec les dernières questions qui sont tombées. Si vous avez des questions par rapport au sujet ou par rapport à votre préparation, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Je vous laisse avec Etienne pour la correction et je vous dis à très vite sur AST Prep. Allez, nickel. Bon, sujet difficile apparemment. Voilà, comme je vous disais, je vais faire des allers-retours avec le chat entre-temps, de temps en temps. C'est franchement hyper réaliste sur ce à quoi vous pouvez vous attendre le jour J. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre tous les concepts qui ont été mobilisés aujourd'hui. Alors, pour ça, juste si je reprends, donc vous aviez ce premier texte, au niveau de la compréhension de texte, c'était sur la loi de la demande. Je vais reprendre question par question. Soyez bien attentifs si vous voulez calculer vos points pour ce sous-test-là. Donc pour la réponse 1, la question 1 pardon, c'était la B qui était la bonne réponse. Réponse B. Donc c'était la deuxième proposition qui était la seule à être la bonne. On reviendra si besoin dessus, mais après comme je vous ai dit, on va se faire un petit focus sur les parties où il y a vraiment de la valeur ajoutée, c'est ce que vous attendez aussi, hein, et pour revenir dessus éventuellement. Alors la question 2, c'était la réponse A qui était la bonne réponse. C'était donc le prix de l'essence augmente, entraînant une augmentation des ventes de voitures compactes dont le prix reste stable. Toutes les autres réponses proposées étaient incorrectes, alors plus ou moins loin de la réalité, mais en tout cas, c'était la A qui convenait le mieux. Ensuite, pour la question 3, on avait la réponse D. La réponse D pour la question 3. Ensuite, on avait ce deuxième texte, donc voilà, là, on a fait des mini en fait, c'est un mini Taj Mahal. Sachez que le jour J, il y a soit 3 textes de 5 questions, soit 2 textes de 7 à 8 questions. Soyez-en conscients, là, on était sur des textes plus courts, le format l'oblige, mais soyez conscients que c'est aussi plus dense le jour J, à ce niveau-là. Après, en termes de difficulté de questions, on est sur quelque chose de similaire à ce que vous avez aujourd'hui. Donc la 4, c'était là aussi la réponse D, donc pour ce texte sur la zone euro. La 5, c'était la réponse E, affirmation 1 et 2 qui étaient la bonne. Et la 6, c'était là aussi la réponse E. La stabilité monétaire assurée par la monnaie commune n'a pu jouer son rôle par les fautes des statisticiens grecs. Réponse E. Allez, si ça vous va comme ça vous fait déjà une première façon de calculer votre score. S'il y a des questions spécifiques là-dessus, je vous propose qu'on y repasse tout à l'heure, et qu'on se concentre là vraiment sur là où je peux vous apporter pas mal de valeur, donc sur les parties calcul. Hem, allez, donc ouais, récap rapide, on a dit donc question 1 B, question 2 A, question 3 D, question 4 D, 5 E, 6 E. Ça donne quoi sur ce premier sous-test? Si vous voulez partager vos scores, n'hésitez pas à le faire. Ça, ça permet de nous mieux situer justement votre niveau, ouais. 5 sur 6, excellent, très bien Lali. 3 sur 6, allez, c'est correct. 3 franchement en compréhension, si vous allez viser la moitié des bonnes réponses déjà, c'est pas mal, disons. C'est pas le sous-test le plus facile. 6 sur 6, très costaud. 2 sur 6, aïe. On va voir si on se rattrape sur les autres sous-tests. Hem Allez, on va basculer sur le calcul. Heu, tac, je refais le récap une dernière fois pour compréhension texte. B, A, D, D, E, E. Merci Shenzhen, merci. Allez, pour la question 7, qu'est-ce que vous avez mis à la question 7 donc sur l'aire du carré? Est-ce que vous avez mis la A, la B, la D ou la E? On ne peut pas savoir. Petit détail, c'est pas parce on ne peut pas savoir que c'est toujours le cas. Des fois, il y a des gens qui se jettent sur cette réponse-là. C'est vraiment aussi probable que les autres. B, 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 B. Très bien, bah, c'était la bonne réponse pour ceux qui ont mis B. Alors, comment on se prend ici? Question de géométrie, question assez classique. Moi, ce que je vous conseille toujours en géométrie, c'est de faire des schémas dans les schémas. Donc là, en fait, on a, en fait, 2 rectangles qui étaient superposés comme ça.
faire des schémas dans les schémas, ça va vous aider à faire des sous-calculs. Ce qu'on voyait aussi ici, c'est que là, moi, ce que je vous conseillais de faire, c'était de découper ici, au sommet du triangle du haut. Pourquoi? On voit maintenant que toute la zone coloriée, elle est équivalente à toute cette zone-là. Et toute la zone coloriée ici, elle est équivalente à toute cette zone-là. Ça veut dire qu'ici, la zone grisée, elle représente un quart du total, hein, je parle, hein. Elle représente la moitié du rectangle d'en haut, donc elle représente un quart du total. Puisqu'on a 2 fois 2 rectangles superposés qui sont identiques. Pour la deuxième, pareil, ce que je vous conseillais ici, c'était de couper en 2 ce triangle. Une fois qu'on coupe en 2 ce triangle, ce rectangle donc il devient en 2 triangles, on va à nouveau le faire. Et là, comme on sait que J est le milieu de AB, ça veut dire que J est aussi le milieu de DC. Ça veut dire que ce triangle-là, il va être équivalent à celui-là. Comme J est au milieu de DC, forcément je coupe en 2. Donc en fait, c'est une propriété géométrique qui me dit que les 2 triangles ont des surfaces équivalentes. Et après, au global, j'ai ce triangle-là qui est équivalent à ce triangle-là, exactement comme je l'ai vu au-dessus. Donc ça veut dire que ma zone en rouge, qui était ma zone grisée au début, celle-ci, elle représente donc la moitié de mon triangle jaune ici. Donc elle représente un quart de ce rectangle-là, et donc elle représente un huitième de la figure totale, puisque on a vu en une fois qu'on avait 2 rectangles qui se superposaient et qui étaient de surface équivalente. Donc ça veut dire que cette surface-là représente un huitième de la surface totale. Ça veut dire que la surface grisée, les surfaces grisées, elles sont égales à un quart plus un huitième. Donc elles sont égales, en fait, là, il faut tout passer sur un dénominateur commun, 2 huitièmes plus un huitième, qui est égal à 3 huitièmes. Donc l'aire blanche, la surface blanche, c'est tout le reste, puisque c'est l'entièreté du carré moins la surface grise. Donc la surface blanche est égale à l'entièreté du carré, donc 8 sur 8, ou 1, c'est la même chose, mais là je mets directement 8 sur 8 pour justement faciliter les calculs, moins la surface grisée, qui correspond à 3 sur 8. Et donc ça fait 5 sur 8 pour, au final, au global, 5 sur 8, c'est l'entièreté de la surface blanche, donc tout ce que j'ai mis en pointillé ici dans la figure. C'est comme ça qu'on arrivait donc effectivement à la réponse B. Allez, dites-moi si c'est bon, s'il y a des questions, et sinon on passe à la question 8. Donc la question 8, vous allez me dire ce que vous avez mis, c'était une question de probabilité. Je vous la affiche juste à l'écran pour vous rappeler. C'était sur les 3 cartes sans remise dans le jeu de 32 cartes. Alors, on sait que les 2 rectangles coupent, Sirius, on sait que les 2 rectangles coupent au milieu de AD parce qu'on te disait que J que tu as ici est le milieu de AB, on te disait dans l'énoncé. Donc si c'est le milieu de AB et comme c'est un carré, ça va aussi être le milieu de DC. Comme ça coupe ici au milieu, forcément tu vas avoir de part et d'autre 2 triangles qui sont équivalents, de surface égale. C'est une propriété. En fait, comme tu coupes, par le milieu, en fait, tu coupes ton point J, il coupe le triangle en 2 par le milieu du segment DC, bah, forcément, en fait, ça te, fait, 2 triangles qui sont équivalents. Allez, on enchaîne, donc on a du C et du E, une majorité de E. Donc pour la question 8, 3 cartes en même temps dans un jeu de 32 cartes, quelle est la probabilité que les 3 cartes proviennent de 3 couleurs différentes? Quand on dit couleurs, c'est bien les 4 couleurs, donc trèfle, pique, cœur et carreau. Donc c'est les 4 couleurs différentes d'un jeu de cartes, donc. Alors, ce que je vous conseille de faire pour cette question-là, c'est de raisonner vraiment dans les faits, lorsque je pioche une carte, puis lorsque je pioche une deuxième carte, quelle est la probabilité qu'elle soit différente de la première carte? Puis lorsque je pioche une troisième carte, quelle est la probabilité qu'elle soit de couleur différente des 2 premières cartes? Ce qui fait que ma première carte, au final, j'ai pas, à savoir,
ça peut être n'importe quelle couleur, finalement, je m'en fiche puisque j'ai pas encore pioché ni ma deuxième ni ma troisième carte. Donc la probabilité que ma première carte soit d'une couleur différente des autres, elle est égale, en fait, à 32 sur 32 puisque sur les 32 cartes, je peux en piocher 32 sans problème, donc en fait, elle est égale à 1. On passe à la deuxième carte. La deuxième carte, il reste 24 cartes disponibles puisque comme j'ai 32 cartes, j'ai 8 fois 8 cartes pour les 4 couleurs. En fait, j'ai 8 cartes de chaque couleur dans un jeu de 32 cartes, puisque 8 fois 4 c'est égal à 32. Donc ça veut dire que pour la deuxième carte, il m'en reste 24. Pourquoi 24? Parce que 24 c'est 8 fois 3, parce que j'ai toujours 8 cartes, mais j'ai plus que 3 couleurs restantes, puisque j'en ai déjà prise une pour ma première carte. Par exemple, si j'ai pioché un trèfle à ma première carte, ben forcément maintenant je peux plus piocher du pique, du cœur ou du carreau, donc ça veut dire qu'il me reste plus que 3 couleurs disponibles, qui fait donc 8 fois 3, 24. Et au dénominateur, il me reste plus que 31 cartes, puisque j'en avais 32 au départ et j'en ai déjà pioché une pour ma première carte. Donc la deuxième carte, la probabilité associée, elle est de 24 sur 31. Pour la troisième carte, enfin, on a une probabilité qui va être de 16 sur 30. Je pense que le 30, vous avez compris pourquoi. J'ai maintenant pioché deux cartes, donc il ne me reste plus que 30. Et le 16, ben, finalement, maintenant, mon 16, c'est à 8 fois 2. Puisque j'ai déjà pioché, par exemple, un trèfle au premier essai, puis j'ai peut-être pioché un pique au deuxième essai. Donc il me reste encore les cœurs et les carreaux, qui sont composés de 8 cartes pour chacune des couleurs. Et j'en ai 2, donc 8 fois 2, qui vaut 16. Donc maintenant, j'ai plus qu'en fait, comme c'est des probabilités qui se succèdent, je tire une carte, puis j'en tire une deuxième, puis j'en tire une troisième, j'ai plus qu'à multiplier ces trois éléments ensemble. Et donc on se retrouve avec 1, donc ça, 1, ça fait rien, avec en fait 24 sur 31 multiplié par 16 sur 30. Donc, une fois que j'ai fait ça, déjà ce que je peux vous conseiller de faire avant, c'est de simplifier 16 sur 30 qui est égal à 8 sur 15 en fait. Comme ça, on simplifie tout par deux, ça va déjà nous faciliter un peu les calculs. Donc, au lieu de 16 sur 30, on va écrire 8 sur 15. Ok, donc maintenant, ça, là, comme c'est une multiplication de fractions, j'ai pas besoin d'avoir des dénominateurs équivalents. Je peux le faire littéralement 24 fois 8 sur 31 fois 15. Alors, je reprends en dessous. 24 fois 8, je vais essayer de simplifier tout ça. 24, par exemple, c'est égal à 3 fois 8, fois 8, et comme ça, je vais pouvoir simplifier. Alors 31, je ne vais pas pouvoir le simplifier parce que c'est un nombre premier. Par contre, 15, c'est égal à 3 fois 5. Et comme ça, je peux barrer mon 3 en haut et en bas. Et là, il me reste 8 fois 8, 64, sur 31 fois 5. 30 fois 5, ça fait 150, puisque 3 fois 5, 15, et je rajoute un 0. Donc 31 fois 5, ça fait 150, plus 5, 64 sur 55. Réponse U. Allez, vous me dites si c'est bon, et si c'est le cas, on enchaîne avec la question 9. Question de croisement de train. Question importante qui tombe souvent. Alors, pourquoi on multiplie? Parce que en fait, c'est des probabilités successives. Donc, dis-toi que dès que il faut que je tire une première carte, puis que je tire une deuxième carte, puis que je tire une troisième carte, ou que je lance des dés, etc. Comme c'est des probabilités qui se succèdent, on vient les multiplier entre elles pour avoir au final un résultat de plus en plus petit. Si tu veux additionner des probabilités, ça ferait pas de sens parce que tu te retrouverais avec une probabilité qui serait de plus en plus grande. Or, plus tu rajoutes des conditions, plus la probabilité, tu comprends, devient faible. C'était la réponse E, on a dit 64 sur 155. Alors si tu avais pas fait une décomposition, tu aurais vu en fait que, en haut et en bas, c'était des multiples de 3. Comment tu l'aurais vu? En faisant la somme de tout ce que tu trou de tous les chiffres du numérateur et de tous les chiffres du dénominateur. Tu vois que ça, c'était, donc dans la table de 3 et tu avais plus qu'à diviser ça par 3. Pour la rediff, désolé, à titre personnel, je ne sais pas s'il y en aura une. Donc c'était est-ce qu'il y en a une qui a été faite au début du live ou non? Et comme je suis arrivé en suivant pour la correction, je sais pas, en tout cas moi je enregistre pas le live, mais peut-être c'est le cas. Désolé de pas pouvoir te répondre, précisément là-dessus.
on continue si ça vous va avec la question 9. Donc peut-être que certains m'ont donné vos réponses, mais si vous pouvez me les donner pour voir justement. Alors on a du A, on a du B. Ici, je vais vous montrer la technique vraiment résolution assez simple, je trouve, mais il faut bien la connaître par cœur et comme ça, on arrive toujours au bon résultat. Donc on a moitié de A et moitié de B. Alors, comment on s'y prend? 2 trains, donc ils vont se croiser. Donc on va avoir le train ici et on va avoir le train ici. Donc en fait, on va devoir additionner, leur distance parce que justement, ils se croisent. Donc il va falloir croiser tout le train A avec tout le train B. C'est pour ça qu'en fait, on va mettre une addition. Dans le cas d'un rattrapage, c'est des vitesses relatives, donc en fait, là, on va être sur une soustraction des distances ou des vitesses. Enfin, surtout des vitesses, en l'occurrence, dans le cas d'un déplacement. Hem, alors, ici, d'abord, donc on a dit qu'on va additionner les distances. Les distances, elles valent 160 et 240. C'est-à-dire que la distance totale de croisement, elle est de 400 mètres. Et on nous dit que cette distance totale de croisement, ça c'est fait en 8 secondes. Ça veut dire que je fais mon temps vaut 8 secondes. Donc on a la formule à connaître par cœur, puisque nous on demandait sûreté. Si vous avez un doute, rappelez-vous, ça on l'a vu en cours, sur ST-Prep cette semaine, mais c'est une formule de base. Juste une vitesse, on l'exprime en kilomètres/heure. Donc en fait, on l'exprime en faisant une distance, des kilomètres, divisé par un temps, les heures. Rappelez-vous ça si vous savez plus comment ça marche. Alors, ça veut dire que vitesse est égale à distance sur temps. Donc la distance, on a vu qu'elle était à 400 mètres et le temps, il vaut 8. 400 divisé par 8, plutôt que de le poser, moi je préfère vous faire combien de fois je peux mettre 8 dans 400. Déjà, si vous l'avez repéré, je trouve que c'était assez facile à repérer. On a le 8 fois 5 qui vaut 40. 8 fois 5, 40. Et donc je rajoute un 0 pour faire 400. Ça veut dire que 400 divisé par 8 est égal à 50. Là, j'ai multiplié par 50 pour passer de 8 à 400. Donc 50, et là, 50, c'est des mètres par seconde, puisque là, j'avais des mètres, et ici, j'avais des secondes. Donc surtout, là, ne me parlez pas de kilomètres/heure, c'était bien 50 mètres par seconde. Donc, ça, c'est la vitesse cumulée des deux trains, 50 mètres par seconde. Maintenant, on nous dit que chacun, il circule à la même vitesse. Ça veut dire que, par exemple, la vitesse du train 1, elle va être égale à 25 mètres par seconde, et la vitesse du train 2, elle va être égale aussi à 25 mètres par seconde, puisqu'ils vont à la même vitesse. Donc maintenant, quelle est la vitesse de chacun? Pour passer de mètres par seconde à kilomètres/heure, à connaître par cœur, il faut multiplier par 3,6. Donc on va devoir faire 25 fois 3,6. Plein de façons de faire, je vous montre celle que j'aurais privilégiée à titre personnel. J'aurais fait 2,5 fois 36. Là, ce que j'ai fait, j'ai juste, en fait, décalé la virgule ici d'un rang pour la décaler ici d'un rang. OK? Ça me permet de faire quoi? Je sais que 2,5, c'est égal à 10 divisé par 4. Si vous ne le savez pas, ça peut valoir le coup de le connaître. Donc en fait, il va falloir faire 36 fois 10 divisé par 4. Puisque là, j'ai mon 36 fois 10 divisé par 4. Donc ça fait 360 divisé par 4. Donc en fait, ça fait 360 divisé par 2, 180, et divisé par 2, 90. C'est ma méthode. Des méthodes comme ça, il y en a plein. Vous prenez celle que vous préférez. Là, j'en profite pour vous la montrer parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit habituellement. Si elle vous a bien plu, vous pouvez vous en servir. Si jamais vous trouvez que ça vous complique la vie, surtout, hein, gardez vos méthodes. Une méthode que vous utilisez et qui vous marche bien, c'est vraiment le mieux à faire. Allez, dites-moi s'il y a des questions et sinon pour la 10. Si on n'avait pas la même vitesse, alors tu n'aurais pas pu répondre, sauf si on te donnait par exemple la vitesse du train A est de 20 mètres par seconde. À ce moment-là, tu en aurais déduit que la vitesse du train B était 30 mètres par seconde, pour que les deux fassent ensemble 50 mètres par seconde. Mais en tous les cas, sinon c'était impossible à répondre. Euh, fois 3,6, c'est pour passer de mètres par seconde à kilomètre/heure. On peut le retrouver par le calcul. Moi, je te conseille vivement de le connaître par cœur, comme ça tu perds pas de temps à le retrouver par le calcul. 25, on multiplie 25 et pas 50 parce que 50, c'est la vitesse commune ensemble des deux trains.
Donc ça veut dire que chacun, en fait, va à 25 mètres par seconde. Tu auras jamais une question à 3 trains, parce que le temps de croisement, sur 3 trains serait beaucoup plus compliqué à calculer, donc tu auras jamais ça. Retiens par contre plus la formule pour 2 trains. Pour la 9, on a dit, ouais, effectivement, pardon, tac, où est-ce qu'on est? On a dit que c'était la réponse A, oui, 90 km/h. Allez, pour la 10, qu'est-ce que vous avez pu mettre? Oui, tu peux aussi convertir les données lors de la division. Ça marche très bien aussi. C'est 2 raisonnements qui sont vraiment équivalents pour moi parce que, en tous les cas, tu dois faire la conversion à un moment. Si tu le fais à la fin ou au début, libre à toi de choisir, les 2 sont strictement équivalents. Aussi, Angelo, tu as raison. Ouais, tu peux faire avec la triple proportionnalité, la 10. Je vais la montrer autrement parce que la triple proportionnalité, c'est pas enfin, il faut passer du c'est un peu, ça convient pas à tout le monde, disons, d'expérience. Donc je vais la montrer la méthode de résolution classique. Heu, alors, 10. Donc 30 maçons peuvent construire 42 maisons en 70 jours. Combien de maçons faut-il pour construire 78 maisons en 60 jours? Donc déjà, ce qu'on va faire, on va calculer le temps pour un maçon pour construire une maison. Le temps pour un maçon pour faire une maison. On va y aller étape par étape. On sait que 30 maçons, ils font 42 maisons en, on a dit donc 70 jours. Ça veut dire que un maçon, il va faire 42 divisé par 30, parce qu'il fait donc 42 maisons, les 30 maçons font 42 maisons, donc ça veut dire qu'un maçon, il va faire forcément 42 divisé par 30 pour avoir chaque maçon, le temps pour chaque maçon. Ce qui fait donc 1,4. Comment on aurait pu faire? On fait par exemple 42 c'est égal à 30 plus 12, et donc après on avait donc 30 sur 30 ça fait 1, 12 sur 30, il fallait faire donc 0,4. Vous l'avez peut-être trouvé autrement, mais en tout cas, c'est comme ça que j'aurais privilégié pour faire 42 divisé par 30. Donc ça veut dire qu'il fait 1,4 maisons en 70 jours. Maintenant pour avoir par jour, ce qu'on va faire, on va faire 70, donc parce que c'est 70 jours, divisé par 1,4, puisque en 70 jours, il fait 1,4 maisons. Donc si je fais 70 divisé par 1,4, j'arrive au final à de temps, combien de jours sont nécessaires pour construire une maison. 70 divisé par 1,4, là on reconnaissait bien le 7 sur 14 qui est égal à 1,5, donc à 0,5. Et après, en ajustant avec la virgule, on se rendait compte que logiquement, en fait, il fallait donc 50 jours. Ça veut dire qu'il faut 50 jours à un maçon pour construire une maison. 50 jours. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on souhaite un délai de 60 jours maintenant. On veut 60 jours au lieu de 50 jours. 6 sur 5, ça peut valoir le coup de le connaître, c'est 1,2, puisque c'est égal à 6 cinquièmes, et 1 cinquième, ça vaut 0,2. Donc ça veut dire que en 60 jours, un maçon va faire 1,2 maison, puisque en 50 jours, il en fait une, donc en 60 jours, il fait 1,2 maison. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut 78 maisons en 60 jours. Et on sait qu'un maçon, en 60 jours, il va faire 1,2 maison. Donc en fait, il reste plus qu'à faire 78 maisons divisées par 1,2. Et ça, par le calcul, ça nous donnait 65 maisons. 65, pardon, pas maison, maçon, désolé. 65 maçons. Réponse A. OK, donc là, c'est une question qui demande pas mal de rigueur. On fait étape par étape. On passe donc de 30 maçons à un maçon, puis de 70 jours à, au final, combien de jours il faut pour un maçon pour construire une maison. Et une fois que j'ai ça, une fois que j'ai mon point de bascule le plus important, il est ici, à 50 jours, j'adapte à ce qu'on me demande dans l'énoncé, en l'occurrence 78 maisons en 60 jours.
Allez, je passe pas mal de temps sur ces questions-là. On va essayer de finir le calcul pour pouvoir passer aux autres sous-tests. Pour la 11, qu'est-ce que vous avez mis pour la 11? Ça dépend de ta progression, Adam. Dis-toi que, pour te dire, en fait, si tu es au début, tu es un débutant, tu vois que la question, tu vas prendre trop de temps à y répondre, tu sautes, tu skips. Si par contre, tu es assez avancé, tu vises 400-450 ou plus, il va falloir essayer de traiter toutes les questions. Allez, je vois vos questions et j'essaye juste d'avancer parce que j'ai peur que enfin, j'aimerais au moins tout vous montrer pour que vous ayez de la correction de tout le sous-test. Alors, pour la réponse B, on a 8 000 € à 5 d'intérêt par an en 6 ans et on retire les intérêts gagnés tous les 2 ans. Ce que je vous propose de faire, c'est de se dire: «OK, on va calculer au bout de 2 ans combien j'ai en termes d'intérêt et on va juste multiplier ça par 3, puisque, en fait, au bout des 2 ans, je retire tous mes intérêts. Donc à la dans l'année 3, je pars de la même base que dans l'année 1. Alors je vais vous formuler tout ça par écrit. Année 1, on se retrouve donc comment je calcule pour savoir quels ont été les intérêts gagnés en année 1? Je fais mon capital, 8 000 € multiplié par mes taux d'intérêt. 5 c'est égal à 0,05. Donc c'est la même chose que prendre 10. 5 c'est la même chose que prendre 10 puis prendre la moitié de 10. Donc c'est égal à 10 ça fait 800 €, divisé par 2 pour passer derrière à 5 parce que nous on veut pas 10 on veut 5. Ça fait 400 € d'intérêt. L'an 2, je vais plus avoir 8 000 € à placer, mais je vais avoir 8 400 €. Et 8 400 €, je vais les placer donc toujours à 5. Pareil, je prends 10, ça fait 840 €. Je divise par 2, ça fait 420 €. Ça veut dire que sur les 2 années, je vais avoir 820 € d'intérêt gagné. Et 820 €, parce qu'en fait, ce qui là, ça sert à rien de continuer puisque l'année 3, en fait, je vais repartir de 8 000 € pardon. Comme en fait, je retire tout ce que j'ai gagné tous les 2 ans. Et donc je vais à nouveau avoir 400 € d'intérêt en an 3, 420 € en an 4, 400 € en an 5 et 420 € en an 6. Donc en fait, j'ai juste à faire 820 multiplié par 3. 800 fois 3, 2 400. 20 fois 3, 60. 2 460 € au total. Et donc ça nous a amené sur la réponse B. Bravo à ceux qui l'ont trouvé ici. Allez, dites-moi si c'est bon et sinon pour la 12, qu'est-ce que vous avez mis à la 12? Alors fois 0,5 c'est 5. Effectivement, tu as raison. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 10 qui est très facile à calculer parce que tu as juste à décaler la virgule d'un rang et après, ce que tu fais, tu prends la moitié de 10 pour arriver à 5. C'est une méthode que je préconise, surtout si tu es au début de tes révisions, mais si tu fais directement 5 ça marche très bien. OK? Allez, on y va avec la question 12. Apparemment, elle était dure. Vous allez voir, il s'agit ici de bien savoir poser les équations. OK? Donc, question 12. Dans 9 ans, Mohamed aura la moitié de mon âge. Ça, c'est ce que dit la phrase. Comment je vais transformer cette équation-là? Dans 9 ans, donc Mohamed plus 9, puisque Mohamed, il aura donc 9 ans de plus, qui est égal à donc son fils, on va appeler F, plus 9 divisé par 2. OK? Donc Mohamed plus 9 est égal à son fils plus 9 divisé par 2 puisque Mohamed, pardon, j'ai fait une petite erreur ici, pour pas faire non, c'est mon fils Mohamed, donc Mohamed est le fils, donc P, on va l'appeler P si ça vous va. Donc Mohamed le fils est égal à, disons, mon âge du père, plus 9 divisé par 2. OK? Deuxième partie de l'équation, hem, ça veut dire, on a il y a 6 ans, j'avais le triple de son âge. Donc, j'ai le père moins 6 qui est égal
à 3 fois l'âge qu'avait son fils Mohamed il y a 6 ans. Donc 3 fois Mohamed moins 6. Ça, ces 2 équations, je vais essayer de les mettre dans une forme qui va me permettre d'un peu mieux les calculer tout à l'heure. Donc m+9 est égal à p+9 divisé par 2. On se retrouve avec p qui est égal à 2m plus 9. OK? J'ai multiplié par 2 à gauche et à droite et après j'ai basculé de chaque côté de part et d'autre pour justement arriver à p qui est égal à 2m plus 9. Deuxième équation, p-6 est égal à 3m moins 6. Je me retrouve donc avec p, puisque pareil je vais l'isoler le p ici, qui est égal donc à 3m et 3 fois moins 6 ça fait moins 18, mais je vais passer mon moins 6 de l'autre côté, donc ça fait 3m moins 18 plus 6, donc ça fait 3m moins 12. OK. J'ai P qui est égal à 2m plus 9 et P qui est égal à 3m moins 12. Ça veut dire que maintenant, comme P est égal aux 2, je suis en capacité de dire que 2m plus 9 est égal à 3m moins 12. Ça veut dire maintenant que si je passe mon m de l'autre côté, j'ai passé mon 2m de l'autre côté, qui est égal à 9 plus 12, qui fait donc 21. Donc mon fils a 21 ans, et maintenant ça veut dire que le père, il est égal à 2 fois le fils plus 9, c'est ce qu'on a vu ici, 2m plus 9. Donc ça fait 2 fois m 42 plus 9, 51. Donc j'ai Mohamed qui a 21 ans et son père qui a 51 ans. Alors, c'est là que ça devenait un peu technique pour la dernière partie de la phrase. Quel âge avais-je lorsque j'avais le quadruple de son âge? Une des possibilités, c'est faire du back solving. Ça marchera plutôt bien. Maintenant, si vous voulez le faire en équation, si vous préférez les équations, ce qu'on va faire, c'est que comment je vais traduire cette phrase en équation? J'ai l'âge du père moins un certain temps, donc là je vais faire moins t, alors vous faites moins ce que vous voulez, et justement ce qu'on va chercher c'est combien vaut ce temps, qui est égal à 4 fois l'âge de Mohamed, son fils, moins ce même temps. Puisqu'on cherche justement il y a combien de temps est-ce que le père avait 4 fois l'âge de Mohamed. Donc quel âge doit retirer aux 2 pour trouver justement une équation qui se vérifie ici. Donc le père on a dit qu'il avait 51, 51 moins t qui est égal à 4 fois 21 moins t. Donc une fois que j'ai ça, ça fait 51 moins t qui est égal à 4 fois 21, ça fait 84, moins 4t. Et donc ça me fait mon 4t, je le fais passer de l'autre côté, ça fait plus 4t, moins t plus 4t, ça fait 3t, qui est égal à 84 moins 51, qui me fait donc 33. J'ai t est égal à 11. Donc ça veut dire que le temps qu'il faut que j'enlève, il est égal à 11. Il y a 11 ans, j'ai bien le père qui avait 4 fois l'âge de son fils Mohamed. Donc, le père, on a vu qu'il avait 51 ans. Il y a 11 ans, il en avait que 40. Question un peu difficile, effectivement. Il fallait vraiment être en capacité en fait, transformer tout cet énoncé en équation. Et ça, juste, je reviens par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur donc le week-end avec les passages. Ce qu'on fait, parce qu'on a créé les sujets, il y aura notamment une partie sur transformer des énoncés en équations. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez approfondir, ben, voilà, c'est quelque chose qui sera évoqué et qui sera bien vu parce que c'est capital. Et on s'est rendu compte que en fait, c'était quelque chose d'important pour vous et qui tombait en plus très souvent sur otage. Ouais. Alors, dernière question de calcul sur le Racing Club de Nantes, plus facile je pense. Qu'est-ce que vous avez pu mettre? Ouais, je suis d'accord Adèle. Question qui prend du temps, ouais. D. Ouais, bravo. Alors, comment on fait? Donc 180 matchs sur les 4 dernières sessions avec un taux de victoire de 45.
La meilleure chose à faire ici, c'était de calculer déjà combien j'ai de victoires au début. Donc les victoires, c'est égal à 45 de, donc quand je me dis 2, c'est toujours un multiplié qu'il faut mettre, par 180. Ça, comment je vais le calculer? Moi, ce que je fais, c'est que je fais 50. 50 c'est égal à 90, la moitié de 180, et je vais enlever 5. Et 5, ça représente quoi par rapport à 50? Ça représente un dixième. 5 est 10 fois plus petit que 50. Donc un dixième de 90, c'est 9, et comme ça, j'arrive à 81. Je vous conseille toujours d'avoir des petites astuces comme ça fait gagner du temps. J'utilisais beaucoup ça et c'est mieux que poser, vous allez perdre justement un peu de temps. Hem, alors, 80 victoires donc sur les 180 matchs. Maintenant, il dispute 42 matchs de plus. Donc maintenant, le nombre de matchs, il est égal à 180 plus 42, qui vaut donc 222. Donc ça veut dire que maintenant, j'ai fait 222 matchs. Et pour avoir un taux de 50, en fait, il faut que je gagne donc 111 matchs. Puisque 111, c'est bien la moitié de 222, donc à ce moment-là, j'aurais bien un taux de 50 de victoire. Moi, j'ai 81 victoires et je veux qu'à l'issue de ces matchs supplémentaires, j'en ai 111. Donc en fait, il faut que j'ai 30 victoires de plus, tout simplement. Et comme ça, on est arrivé à la réponse 13, pardon. Tac. Allez, on est bon pour le calcul. Qu'est-ce que c est-ce que, ouais, pas facile. Heu, Franchement, de difficulté jour J, pour dire. Semaine prochaine sera pareil, ce sera du jour J. Juste, s'il y en a qui nous ont rejoints entre-temps, je vous le remets ici. C'est le lien, pour les Taj Mahal qu'on organise avec AST Prep, pour la semaine prochaine, week-end prochain donc, Taj Mahal en présentiel donc. Je ne sais pas, parce que j'ai pas pu suivre en même temps depuis le cours, combien de places restent disponibles. Il y en a une vingtaine par session, donc ça va partir assez vite. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, tâche match conditions réelles, tout pareil, surveillant, chrono, et cetera, pour vraiment que vous soyez comme le jour J. Et après, donc on enchaîne sur la correction. Alors je serai personnellement présent. Il y aura Alexandre aussi, qui est un autre prof d'AST Prep, qui sera là pour assurer la correction et pour répondre, finalement à toutes vos questions, en prenant, déjà parce que ça sera du présentiel, donc le format s'y adaptera un peu mieux et on aura vraiment le temps de rentrer dans les détails. Là, voilà, là, le but, c'est bien sûr qu'on prenne le temps aussi aujourd'hui, mais je pense que par petits groupes, la semaine prochaine, ce sera encore plus idéal pour justement rentrer, dans les concepts qu'il y a derrière les questions. Alors c'est distinct de la plateforme AST Prep. Alors, récap rapide des réponses. Si quelqu'un veut bien m'aider et le noter dans le chat en même temps, ce serait super. Donc question 7, c'était la B, 5 huitièmes, 7B. 8E, 9A, 10A, 11B, 12C, 13D. Allez, je passe rapidement sur raisonnement argumentation. Je vais vous donner la réponse, parfois un petit peu de détails et au moins que vous puissiez calculer votre score. N'hésitez pas à me donner celui de calcul aussi. Tac, tac, tac. Si vous pouvez calculer vos scores de calcul, dites-les moi pour voir si ça m'intéresse bien. Très bien, bravo, 5 sur 6, c'est top. Oui, pardon, il y avait 7 questions effectivement. Adèle. N'hésitez pas à faire tous vos retours sur les scores. 6 sur 7, excellent. 6 sur 7, 5 sur 7, 3 sur 7. Après, ouais, il y a des disparités, hein. Le but, c'est avec le travail et l'habitude de justement les réduire au maximum. Et tous les ans, ce qui est sûr, c'est que c'est un test qui récompense pas mal le travail. Et si on associe quantité et qualité de travail sur ce test-là, on a forcément un score, surtout sur les parties mathématiques, qui augmente proportionnellement justement à la quantité et la qualité de mon travail. Allez, si ça vous va, je vous donne les réponses. Alors, la 14, c'était la C. Ce qu'on avait, c'était pas un sens, c'était juste des anagrammes.
pardon, c'est-à-dire que dans certains, on avait les mêmes lettres, pardon, que dans crainte et dans créature, on avait les mêmes lettres que dans réacteur. Alors la 15, c'était la C. La C, c'était la seule à être justement, avoir un sens différent, de ce qui était annoncé dans le texte. Toutes les autres étaient correctes puisqu'elles résumaient bien le texte, alors que la C justement avait un sens contraire par rapport à ce qui était dit par rapport à l'ONU. Alors la 16, comment on pouvait faire ça? C'était la réponse A. Alors, ce qu'il y a, donc là, il y a que des vertes, là, il y a que des bleues et là, il y a un mélange. Mais tout est faux. Donc ce qu'il fallait faire, c'était qu'au premier tirage, il fallait regarder dans le troisième sac. Puisque comme on nous dit: «Il y a un mélange de vert et de bleu dans ce sac-là», mais on sait que c'est faux. Ça veut dire que si je tire une boule dans le troisième sac et qu'elle est verte, forcément, il y a que des vertes. Si je tire une boule dans le deuxième sac et qu'elle est bleue, forcément, il y a que des bleus, puisque ça ne peut pas être un mélange. Comme on nous dit qu'il y a un mélange de vert et de bleu là-dedans, mais on nous dit aussi que ça, c'est faux. Donc forcément, il y aura que des vertes ou que des bleus. Une fois que j'ai tiré ça, ce premier sac, imaginons par exemple que là, dans les faits, il y a que des vertes. Maintenant, ce que je fais, c'est que c'est suffisant puisque j'ai plus qu'à tirer, disons, si je sais qu'il y a que des vertes ici, ça veut dire que comme les autres sont aussi faux, je peux être certain qu'ici, il y aura que des bleus dans le premier sac. On nous dit qu'il y avait pas que des vertes, pardon, et que dans, le sac qui était étiqueté bleu, il y avait ça va être en fait un mélange. Et pareil, si j'avais eu que des bleus dans le premier sac, ça veut dire que forcément ça aurait été, un mélange pour par exemple, je vous le refais ici, si je tire une boule bleue dans le troisième sac, ça veut dire que mon mélange, je vais l'avoir ici, dans la première, et les vertes, je vais l'avoir ici. Donc finalement, un seul tirage sur la troisième sac, ça me permet sur le troisième sac, ça me permettait de savoir quelle était la couleur de ce troisième sac et après d'en déduire forcément avec certitude quelle était la couleur des billes des premiers et des deuxièmes sacs. Toujours partir dans ces questions-là du cas qui comporte un mélange de 2 couleurs et pas des cas qui, sont justement certains d'avoir une seule bille. Alors 17, c'était la C. Ça, c'était la seule à être vraiment en accord avec, l'influence des GAFAM et le fait que ça continue d'augmenter malgré, donc la réglementation, accrue. Donc c'était exactement ce qu'on avait ici. Régulation accrue, les mesures régulatrices croissent et cetera. Alors que d'un autre côté, on avait l'influence économique et sociale, des GAFAM qui augmente aussi. Donc c'était bien cet esprit d'opposition entre les 2 qu'on du moins de concordance et en même temps de paradoxe entre les 2 qu'on voulait souligner, donc c'est pour ça que c'était la C qui était la bonne. La 18, alors la 18, c'était la A. C'était celle qui correspondait bien, justement, un dirigeant compétent sait choisir des conseillers fiables et expérimentés et ce qu'on avait en fait, c'était que le choix des conseillers, ce qu'on a dans le texte, on nous dit clairement que le choix des conseillers c'est un reflet direct, en fait, de la sagesse et des compétences d'un dirigeant. Donc en fait, les compétences d'un dirigeant, elle va se manifester directement par sa capacité à choisir les conseillers, en l'occurrence ici qu'on nous présente comme fiables et expérimentés. Donc ça correspondait très bien aux propos du texte. Hem et enfin, donc pour la 19, c'était la E, c'était impossible de conclure. En fait, ici, il fallait pas tomber dans le piège de confondre célèbre et influent. Une fois qu'on considérait que célèbre et influent étaient des notions distinctes, on ne pouvait pas faire de lien direct, entre les 2. Et donc en tout cas parmi les 4 propositions qui nous étaient données ici, il y en avait aucune qui était vérifiable à 100. OK? Heu, tac, 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 je passe et je reprendrai, hein, si jamais il y a le temps, il y a des questions. Hem, pour la 20, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire uniquement par rapport au jour. Dans ces questions-là. Déjà de commencer par ça et après d'aller dans le plus de la précision possible. Ce qu'on sait, c'est que dans une semaine, il y a 7 jours. 157 divisé par 7, c'est égal à 140 divisé par 7 plus 17 divisé par 7. Donc 140 divisé par 7, ça fait 20. Donc en fait, on va retomber exactement sur le même jour de la semaine. Et là, on voit que 17 divisé par 7, c'est égal à 14 divisé par 7, qui fait 2. Donc ici, on avait 20 semaines. Ici, on a 2 semaines. Donc en fait, on a 22 semaines en tout. Et pour aller plus, après, il restait encore 3 jours.
Donc en fait, il y a 22 semaines et 3 jours. Donc notre date, elle va être 22 semaines plus tard et 3 jours plus tard. 3 jours après le samedi, beh, j'ai le dimanche, j'ai le lundi et j'ai le mardi. Donc forcément, ma date, c'était un mardi, mardi 15 juillet. Ça vous permettait de vous simplifier la tâche, en fait, comme c'était le seul mardi qui était proposé. Moi, je trouve que ça vaut toujours le coup de commencer par calculer le jour sur lequel on tombe. Tac, tac, tac et les conditions minimales. Allez, je fais le débrief. Tout à l'heure, quelqu'un l'a noté dans le chat, c'était parfait. Si quelqu'un peut le refaire, s'il vous plaît. Donc, on a commencé ici, donc 14C, 15C, 16A, 17C, 18A, 19E, 20D. Allez, si vous pouvez me dire vos scores, s'il vous plaît. Tac, 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 la 14, c'était quoi? Ouais, 14, en fait, toutes les lettres de crainte, c'est un anagramme. Tu les retrouves dans un ordre différent dans certains. Toutes les lettres de créature, tu les retrouves dans un ordre différent dans réacteur. C'était juste ça la logique. Il y a rien de sensé derrière, mais c'est une question, qui tombe, régulièrement au Taj sous cette forme-là, donc essayez de bien la retenir. Allez, 2 sur 7, 3 sur 7, plus compliqué un peu ici donc. Plus compliqué, c'est normal. Raisonnement, ça pose problème souvent. Ça, je vais essayer de voir justement pour la correction. On a Alexandre qui est pas mal aussi là-dessus. Donc si on pourra justement rentrer un peu plus dans les détails lors de la correction donc du week-end la semaine prochaine, pour justement ces concepts de syllogisme et cetera qui peuvent parfois poser problème. On a pas mal de conseils à vous donner là-dessus, donc ça pourra être intéressant. Hem, allez, on démarre, la question 6. Tu parles de laquelle donc la question 6? Et moi je vais enchaîner avec les conditions minimales. Donc, question 21. Je vous remets une deuxième fois le lien, si jamais si vous ne l'avez pas vu passer. Hop, ça c'est pour notre Taj Maj Blanc. Je répète, hein, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui se connectent. Pour notre Taj Maj Blanc, donc on organise, le week-end prochain, 4 sessions, 20 personnes et avec correction derrière à chaque fois. Tac, tac, tac. Si ça vous va, on passe, à la correction des conditions minimales. N'hésitez pas à me donner vos scores, hein. Là, je vois que j'en ai quelques-uns pour le raisonnement. Hésitez pas, comme ça, en plus, vous aurez une trace pour avoir vos calculs. Dites-moi ce que vous avez, combien vous avez eu sur ce sous-test-là. Même ça m'intéresse justement de voir. OK, merci Grégoire pour ton retour. Ben effectivement, c'est ce que Simon disait au début, il y avait eu l'an dernier, alors moi j'étais sur la partie, tâches Maj, mais il y a des profs qui sont dédiés aux euros pour rester prep. Il y avait eu comme ça un week-end objectif top 5 et effectivement le retour qu'il y a eu, c'était que toutes les places avaient été prises pendant le live. Donc et surtout ce qu'il y a, c'est que, bah, déjà la présence que vous avez aujourd'hui, c'est cool, parce que vous avez là, un mini Taj Mahal, vous avez vu le niveau qui est attendu le jour J, vous avez la correction et j'essaie de vous donner un maximum de valeur dans ça et en plus, par rapport à ce Taj Mahal la semaine prochaine, dites-vous, vous êtes un peu précurseur parce que dès demain, en fait, ça va être envoyé donc à toute la base, disons, d'emails, pour, toute la base d'email donc d'AST Prep, je pense que ça comprend des milliers d'étudiants et bon, je pense qu'une fois que ce mail-là sera envoyé, ça va être assez enfin, en tout cas, ça va être beaucoup plus compliqué pour choper des places pour vous, quoi. Tac, tac, tac. Heu, je continue, visiblement j'ai répondu à vos questions. Allez, la 21, merci Grégoire, ouais, pour les retours sur le week-end. Visiblement ça part vite. Donc si vous êtes intéressé, vraiment foncez parce qu'on va pas pouvoir en fait, accepter tout le monde justement si jamais les créneaux sont pleins. C'est maintenant qu'il faut le prendre et pas demain ou une fois que tout sera plein, quoi. Allez, on démarre avec la 21 pour les conditions minimales. Qu'est-ce que vous avez pu mettre? On a du A, du C, du D. Alors la bonne réponse était la D. Sans rentrer trop dans les détails, moi ça c'est des questions que j'aimais bien parce qu'elles sont faciles à résoudre en très peu de temps.
Ce qu'on voit, c'est qu'on nous donne des vitesses, on a les 2 vitesses et chaque affirmation nous donne en fait, soit les temps relatifs, donc ici on a les temps relatifs, puisqu'on sait que Nathan arrivera 30 minutes avant et ici, on nous donne les distances restantes relatives, puisqu'on nous dit il restera encore 50 kilomètres quand Nathan est arrivé au point A. Donc comme j'ai 2 éléments en fait dans ma relation V égale D sur T, j'ai 2 éléments sur 3, je me retrouve en fait avec une équation qui n'a plus qu'une seule inconnue et en fait, vous prenez pas la tête à rentrer dans plein de calculs, on peut le faire si ça vous rassure, mais dites-vous que uniquement grâce à ça, on est en capacité de répondre. On connaît 2 éléments sur 3, hop, on perd pas de temps, ça veut dire que c'est la réponse D. Il y a quelques cas dans lesquels ça va nécessiter plus de raisonnement et ça va pas forcément s'appliquer d'office et ça va dépendre des questions de conditions minimales. Mais là, lorsqu'on lit l'énoncé, on voit qu'il y a pas, en plus comme ils partent à la même heure, il y a pas, disons d'ombre, sur ce qu'on cherche à savoir. On a 2 éléments sur le 3, ça veut dire que chaque affirmation est suffisante pour répondre. Réponse D. Tac, pardon, j'ai mis mon écran en veille en même temps. Je vais vous le repartager en direct, tac et on peut enchaîner avec la 22. Qu'est-ce que vous avez pu mettre pour la question 22, s'il vous plaît? E, beaucoup de E et beaucoup de B. Alors, question 22. L'âge de Romain, son âge est un nombre premier, donc forcément insuffisant. 2, 3, 5, et cetera. Le produit de son âge et de celui de sa petite sœur fait 119. Donc ici, 119 c'était suffisant parce que 119 n'est le produit que de 2 nombres. Je vous conseille de le connaître par cœur. Ces tables-là, les tables de nombres premiers, 13, 17, 7, 19, 11, ça vaut le coup de les connaître par cœur. Pour la logique notamment, et là on le voit pour les conditions minimales, ça marche aussi bien. Et en fait donc, comme c'est le seul produit pour 119, 17 et 7 sont les seuls facteurs possibles, on nous dit qu'Emma est la petite sœur, donc forcément Emma a 7 ans, donc forcément Romain a 17 ans. Donc la réponse B était suffisante. Voilà, s'il y avait eu la E, je pense que vous avez peut-être fait une petite erreur en pensant qu'il y a plusieurs produits qui donnent 119 ou alors en ayant omis que le fait que Emma était la petite sœur. Allez, la question 23, question assez classique aussi qui peut tomber alors sur des sessions de façon légèrement différemment formulée, mais on a souhaité la reprendre parce que justement ça vaut le coup de la maîtriser. Qu'est-ce que vous avez mis? C, excellent. Excellent. Peut-être vous l'avez déjà vu quelque part cette question, ou du moins sur une forme, globalement similaire. Les 3 premiers chiffres forment un cube. Il y a plein de choses qui existent. On peut avoir 729 qui est un cube et derrière je peux mettre un 1, un 2 et cetera. Ça me n'avance en rien. Exactement pareil pour, la deuxième. Je peux avoir 1 729, 2 729 et cetera. Par contre, et ça je vous conseille de le connaître par cœur parce que c'est une question qui est revenue sous cette forme-là plutôt fréquemment, donc si vous le connaissez par cœur, ça vous sauve. C'est la réponse C parce que 5225, c'est la seule combinaison qui marche. 512, 8 au cube, 125, 5 au cube. Toutes les conditions sont respectées. On a un code à 4 chiffres, tous différents de 0. C'est validé et c'est la réponse C. Allez, 24. Sommes-nous en avril ou en mai? Qu'est-ce que vous avez mis ici? Est-ce qu'on est en avril ou en mai? Très bien. Félicitations. Ouais, super. Alors, le 13, le 13 est tombé un vendredi. Ça peut vendredi 13, on peut l'avoir en avril ou en mai, rien ne nous importe là-dessus. Il y avait 5 lundis dans ce mois. Alors, pour qu'il y ait 5 lundis dans un mois, en fait, lorsqu'il y a 5 fois le même jour dans un mois, ça peut être 1, 8, 15. Ça paraît ce que je vous dis là, c'est bien de le connaître par cœur, en tout cas, je vous le conseille. Il y a 3 combinaisons possibles, en fait. 2, 9, 16, 23, 30. 3, 10, 17, 24, 31. Donc il y a 3 combinaisons différentes. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, pour avril, qui est un mois à 30 jours, il nous reste 2 combinaisons et pour mai, qui est un mois à 31 jours, il y a 3 combinaisons. Donc en tel quel, le fait qu'il y ait 5 lundis dans ce mois, ça peut être à la fois en mai et à la fois en avril. Et ensuite, lorsqu'on a
complément de ça, de l'affirmation 1 pour savoir si c'est la réponse C ou la réponse E, on nous dit que vendredi, on a vendredi 13, ça veut dire qu'on a aussi vendredi 20, ça veut dire qu'on a aussi vendredi 27, ça veut dire qu'on a donc samedi 28, dimanche 29 et lundi 30. Donc forcément, on sait que c'est lundi 30 et on voit que lundi 30, finalement, c'est possible pour un mois de 30 jours et il y a bien 5 lundis dans ce mois-là et 30 jours, bah, il y a 30 jours en avril et il y a 31 jours en mai, donc c'est possible, en fait, que le lundi tombe un 30 à la fois en avril et à la fois en mai, donc on est dans l'incapacité de savoir si on est au mois d'avril ou au mois de mai, donc c'était la réponse E. Allez, la 25, peut-être un peu plus facile, est-ce que vous l'avez eu? Vous me dites si jamais il y a une question là-dessus. D, 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 excellent. Bravo tout le monde. Alors, pourquoi c'était la D? Ici, il y a 36,75 de femmes. Combien y a-t-il d'hommes dans l'entreprise? On sait que s'il y a 6 hommes qui étaient remplacés par 6 femmes, on passerait à 38,75. Donc 38,25, pardon. Là, on voit que pour passer de l'un à l'autre, il faut rajouter plus 1,5. Et on sait que plus 1,5, ça va représenter donc le remplacement de 6 hommes par 6 femmes. Donc là, on se retrouve avec une équation à une inconnue. On peut la poser pour le plaisir, mais ça sert à rien. Il faudrait faire en fait 6 divisé par 0,015 et on tombait sur 400. Mais ne vous embêtez pas avec ça, on vous demande juste si c'est possible ou non de répondre. Donc là, on sait en l'occurrence que c'est possible. Affirmation 2, il y a 400 personnes dans l'entreprise. Bah, s'il y a 400 personnes dans l'entreprise et qu'il y a 36,75 de femmes, on a juste à calculer 63,25 qui est donc la différence pour aller jusqu'à 100 sur 400 et donc ça nous donnait 253 hommes. Donc en tous les cas, on peut savoir combien il y a d'hommes dans l'entreprise avec les 2 affirmations. Donc bravo tout le monde, c'était bien la réponse D. Allez, une question de géométrie. Question que j'avais eue, alors c'était pas exactement celle-ci, mais j'avais une question un peu comme ça, le jour J. J'étais pas tombé dans le piège à titre personnel, mais je sais que ça avait fait, justement, tomber, enfin du moins commettre une erreur à pas mal de candidats, ouais. Alors c'est très bien, bravo, bravo si vous n'êtes pas tombé dans le piège. Alors la valeur de l'aire du rectangle est de 24 cm². Donc on sait que longueur fois largeur, parce que c'est la formule pour avoir la surface d'un rectangle, est égale à 24 cm². Là, il y a plein de façons de faire. Il peut y avoir 1 et 24, il peut y avoir 2 et 12, il peut y avoir 4 et 6 et voilà, enfin et cetera, quoi. Après, la valeur du périmètre est de 20 cm. Ça veut dire que 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur est égal à 20 cm. Ce qui nous dit donc que la longueur plus la largeur est égale à 10 cm. Pareil, ici on peut avoir, hop, je remets la compréhension, pardon. Tac, 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 on était là. Donc on peut avoir 1 et 9, 2 et 8, et cetera. Donc pas pareil, ça c'est insuffisant, hem, de l'avoir, uniquement avec cette information-là. Là, on pourrait poser un système, déjà, dès que vous voyez que vous avez 2 systèmes, un système pardon, 2 équations, 2 inconnues non proportionnelles, on est en capacité de répondre. On peut faire comme ça, ou alors on aurait pu voir, là je pense qu'on peut le voir à l'œil, que la combinaison qui fonctionne en fait c'est 4 et 6 parce que 6 fois 4 24, 6 plus 4 10 et donc comme ça, je pense qu'en tout cas moi c'est comme ça que je l'aurais fait et ce que je vous conseille, juste avec 4 et 6, vous voir qu'en fait on tombait donc sur la réponse C. Allez, très bien. Enfin, question 27, avant de faire le débrief et que vous me dites, je suis curieux de savoir, votre score sur ce test de conditions minimales. D, ah ça m'a l'air pas mal en conditions minimales. Il y a eu plus de problèmes en raisonnement visiblement. Là en conditions minimales, c'est pas mal, ouais. Donc, ici ce que je vous conseille, tableau à 2 entrées. Donc, dans le tableau, on va avoir théâtre, pas théâtre, total, et on va avoir sport, pas sport, total. Au global, ce que je vous conseille de faire toujours, c'est j'ai 100 personnes et je remplis petit à petit. 40 des élèves ne participent pas au club de théâtre. Donc ça veut dire que j'ai 40 personnes ici qui ne participent pas au club de théâtre. Donc ça veut dire que j'en ai 60 qui participent au club de théâtre.
Ensuite, j'ai 50 qui ne participent pas au club de sport, donc j'en ai 50 ici et 50 ici pour que ça fasse bien 100 personnes. Quel est le pourcentage qui participe au club de théâtre, mais qui ne participe pas au club de sport? En fait, on cherche à savoir qu'est-ce que j'ai dans cette case-là. Information 1, 30 des élèves participent au club de théâtre et au club de sport. Ce qu'on nous donne ici, c'est cette case-là qui vaut 30 pour ce qui participe aux 2. Si ça vaut 30, ça veut dire que ça vaut 30 aussi pour qu'ici j'ai 60, donc je la valide. Maintenant, si j'efface ici, on nous dit dans l'affirmation 2 que 20 des élèves participent ni au club de théâtre ni au club de sport. Donc ça veut dire que j'ai 20 ici. Et si j'ai 20 ici, pareil, je peux confirmer que j'ai bien mon 30 ici pour que 20 plus 30 fasse 50. Donc bravo, c'était la réponse D. Allez, je fais le débrief. Pareil, si quelqu'un peut le noter dans le chat, c'est top. Condition minimale, donc on a eu 21 D, 22 B, 23 C, 24 E, 25 D, 26 C, 27 D. Allez, donnez-moi vos scores. 7 sur 7, 6 sur 7, 7 sur 7. Allez, top, top. Bon, ça vous a donné un peu de répit, ces conditions minimales sur ce tâche match. Après, là, on va repartir sur la logique qui visiblement était plus difficile. Plus difficile, mais encore une fois, tellement représentatif de ce qui peut tomber le jour J. Ça, c'est incroyable les retours qu'on a là-dessus. Et semaine prochaine, voilà, on vous garantit que ce sera pareil. C'est toujours notre objectif sur la logique, c'est de faire des logiques qui tombent et pas des logiques qui soient justement trop simples par rapport à ce qui tombe le jour J. Et ça, c'est le cas de tout ce qu'on voit un peu partout. C'est en fait, on s'habitue sur des logiques trop simples et le jour J, ben, on panique un peu, quoi. Ça, moi, ça a été mon cas vraiment pour faire un retour d'expérience là-dessus, c'est que quand je suis arrivé le jour J au TAJ, bah, il y a plein de logiques que je reconnaissais pas. Donc j'ai dû, enfin, sur les 10 premières minutes du stage, j'ai dû en trouver une ou deux peut-être. J'étais un peu en panique à ce niveau-là. Et après, ça s'était décoincé pour en trouver, je sais pas, 7 ou 8. Mais j'étais assez déçu du sous-test logique. Et c'est malheureusement, c'était pas forcément de ma faute, c'était plutôt sur les supports que j'avais, sur lesquels je m'étais entraîné. Euh, le sous-test calcul comment on comparé au tâche, même niveau. Franchement, considère que c'est du même niveau. Allez, on va enchaîner avec expression. Ce que je vous propose, je vous donne les réponses pour que vous puissiez calculer la suite de votre score. Lequel des mots suivants n'est pas masculin? Un anagramme n'existe pas, on dit bien une anagramme. Tous les autres sont masculins. 29, combien de fautes d'orthographe? On en avait 2. Donc allocution, on avait une faute sur allocution, qui est féminin. Tac, tac, tac et après je cherche la deuxième e et c'était sur résoudrait. Résoudrait qui était donc solution, résoudrait au pluriel, pardon, AIENT. Donc et allocution comme c'est féminin, accueilli, pardon, je l'ai pas mis, avec un E ici. 2 fautes d'orthographe, tout le reste était bien orthographié. La 30, ce qu'il fallait remplacer, c'était par nuance de langage pour finesse sémantique. Une finesse, c'est une nuance finalement et sémantique, ça se rattache directement au langage. Convaincant tout en restant fallacieux. Spécieux convenait très bien ici pour remplacer par fallacieux. Enfin, cette partie d'être convaincant et en même temps, d'avoir cette partie donc fallacieux, d'être, spécieux, c'était justement quelque chose qui résumait les 2 notions en une seule. Hop, je continue. 31. Quel proverbe illustre le mieux la réflexion dessus, de Sophie, pardon? Qui trop embrasse mal étreint. Pardon, excusez-moi. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Désolé, j'avais décalé par rapport à la réponse. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. En fait, ça signifie que on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose s'il veut pas ou s'il se sent pas prêt à le faire. Donc ça correspond bien à ce qui est donné dans le texte de la frustration de Sophie qui est évoquée et qui parvient pas justement à amener ses collaborateurs, à prendre, des responsabilités qui leur sont propres. Donc ça correspond bien à on ne fait pas boire un âne qui n'a pas vraiment soif. Ensuite, au niveau de la cohérence textuelle, donc ici, réponse A, quota annuel sur les captures, équipement de pêche plus sélectif. Ça marchait très bien. Heu, ensuite, ça c'est pareil, à chaque fois on finit comme ça sur l'expression, sur une suite, du moins un paragraphe qui est découpé en 3, 4, 5 questions.
La 3 c'était la D. C'était ce qui convenait le mieux, en termes de cohérence justement textuelle par rapport à ce qui était donné, dans la 32 et la 34 pour, justement faire un sens global. Et la 34 c'était la A, la transparence des chaînes d'approvisionnement, traçabilité complète des produits de la mer. OK. Allez, quel est votre score s'il vous plaît sur sur la l'expression? L'expression, surtout sur cette question, ça peut varier assez vite. On peut vite passer d'un 2 sur 7 à un 4-5 sur 7 si on a un peu de chance. 0 sur 7, perfect, le sans faute. Ouais, je refais rapidement les réponses. Hop et après on verra la logique, le dernier sous-test que vous attendez, je pense. D, B, B, D, A, D, A. Alors, on a du 2, du 4, du 5, du 3. Je pense que c'est peut-être un sous-test, ouais, qui va vous tirer vers le bas le score final. Bah, Youssef, désolé, je peux pas te répondre en fait, comme moi je suis arrivé uniquement pour la correction. Je sais pas si, donc Torin qui a été là au début, a lancé un enregistrement ou non. Ça, je peux pas dire, désolé. Peut-être ce sera le cas et ce sera envoyé, mais ce que je te conseille quand même, c'est de prendre en note là toutes les réponses pour avoir ton score parce que j'en suis pas sûr honnêtement. Tac, tac, tac. Allez, donc s'il y a pour la logique, hem, alors, logique, comment vous l'avez trouvé? Avant qu'on parte là-dessus, comment vous l'avez trouvé et qu'est-ce que vous avez mis à la 35? 28, Milou, c'était pardon, qu'est-ce qu'on a dit pour la 28? C'était la D, je crois? Le début dur, mais après ça va. Tac, je te confirme juste pour la 28. Ouais, D, anagramme. On dit une anagramme. Allez, on y va pour la logique. Qu'est-ce que vous avez mis à la 35? Donc vous m'avez dit une majorité de réponses A. Alors effectivement, c'était bien la A, 77. Donc en horizontal, on avait écart croissant entre les 2 termes. Donc là, on avait -2, -1 ici entre 9 et 8, donc là il fallait 0. Là il fallait +1 et là il fallait +2. Donc effectivement, il fallait 0, donc c'est pour ça que 77 marche bien. En vertical, on avait donc table de 7 à l'envers. Compliqué à repérer au début, après ça se fait. Table de 7 à l'envers, tac, tac, tac et donc on avait 63, 49, 98 et 14 qui étaient toutes dans la table de 7 à l'envers. Table de 7 à l'envers. Hem, allez, 36. Qu'est-ce que vous avez mis pour la 36? Merci Maxence, merci beaucoup pour, avoir fait, l'expression. 36, on a du A, on a beaucoup de A, malheureusement. De mémoire, c'est pas la bonne réponse. Allez, je m'arrête quand j'ai quelqu'un qui me donne la bonne réponse. Très bien, ouais. B, B au pif, bah, c'était la bonne. Et B aussi, ceux qui l'ont mis de façon plus normale. C'était bravo, c'était bien la B. Alors, horizontal, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait triplé de lettres symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire? C est symétrique horizontalement, je peux le couper en 2, j'ai une symétrie. X, bon les 2, il y a une symétrie dans les 2 sens. O, on peut considérer aussi qu'il est symétrique dans les 2 sens. M est symétrique verticalement, V verticalement, et cetera. Y, W, C, D, E. Tout était symétrique. Vertical, grande diagonale, c'était sur la grande diagonale et on avait une suite croissante. +1, +2, +3, +4. E, 5, +1, 6 qui de fait F, +2, donc on était 6 et 8 qui vaut un H. F, G, H. Alors pourquoi j'ai dit la B? Effectivement, il y avait un problème, pardon. Vous avez raison, c'était la A. Désolé, je pensais que c'était la B, que je me trompe pas. E plus 1, 6, plus 2, H, plus 3, K.
plus 4 O. Et donc on était sur H, Y, A qui étaient toutes des lettres symétriques. Diagonale plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Désolé à ceux qui avaient mis B. Ouais, si, il y a une symétrie sur H, ouais. OK, désolé, je pensais que c'était la A. Excusez-moi. Je pensais que c'était la B, pardon, c'était bien la A. OK. Allez, on enchaîne avec la 37. Qu'est-ce que vous avez mis à la 37? On a du A, du C, majorité de A, D, C. Alors, 37. Donc, en termes de vertical, on avait pardon, on va commencer tout comme tu veux par l'horizontale. Horizontal, c'était sur la grande diagonale 5, 6, 7, 8, 9 en diagonale. Donc il fallait que ça commence par 7. Et après en vertical, il y avait un écart de -4 entre le premier terme et le troisième. 9, -4, 5, 4, -4, 0, 8, -4, 4, 7, -3, -4 pardon, 3. Donc là, on a dit que c'était grande diagonale et là, c'était -4, C1, C3. Donc ça nous a amené -4, C1, C3 vers la réponse A. Très bien, pour ceux qui l'ont trouvé. Allez, 38. 38, est-ce qu'on a des bonnes réponses sur la 38? Qu'est-ce que vous avez mis? Et après on passera sur les graphiques. On avait 3 logiques graphiques en suivant de mémoire. C, 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 C. S'il y a une majorité de C, pour voir si c'était la bonne réponse. Donc, horizontal, qu'est-ce qu'on avait? On a un écart de +2 entre les 2 dernières lettres. Donc Q17, S19, A1, C3, M13, O15, 19, 21. Donc on a +2 entre C2 et C3. Et en vertical, la somme des rangs alphabétiques, donc on avait une somme qui était égale à 31. Donc ici, si vous faites la somme des 3 rangs, on arrivait à 31, pour toutes les combinaisons, tous les couples qu'on avait de lettres. Et donc IGL, c'était, ce qui convenait ici, justement où toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit la bonne réponse. Tac, là je passe parce qu'il y a pas forcément de conseils à vous donner, mis à part de vous entraîner sur ces logiques-là qui sont conformes à ce qui tombe le jour J, ouais. Et en fait, c'est de la pratique, quoi, ouais. Allez, 39, 39, c'était presque un petit peu un troll. Est-ce que vous l'avez trouvé ou non? C, 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 un peu de B, mais effectivement, c'était la réponse C. Rien à voir avec le classement qu'on pourrait penser à première vue, mais ce que ça, voulait dire, en fait, c'était le nombre de voyelles qu'il y avait. HEC, 1 voyelle et sec, 2 voyelles. Audencia, 5 voyelles. Et en fait, c'était l'EDEC, il y avait bien 2 voyelles, donc c'était la réponse C. C'était la seule qui convenait ici. Allez, la 40, est-ce que vous l'avez eu? 40 questions ultra classiques, il faut l'avoir. E, beaucoup de E, c'était effectivement la bonne réponse. Ce qu'on avait, c'était le rang de la lettre plus le nombre de côtés est égal à 20. Vous faites le test, toutes, à chaque fois, ça fait 20. Toujours faire le test, hein, quand on a des figures comme ça avec un nombre de côtés et une lettre, faire la somme des 2, la multiplication des 2 et voir justement ce qui convient. Et c'était donc la E qui convenait, donc P égale 16 et 4 côtés, ça fait 16 plus 4, 20. Tac, et enfin, dernière question pour que vous puissiez calculer votre score et me dire justement combien vous avez eu. La 41, D, beaucoup de D, A, D, ouais, majorité D. Effectivement, c'était la bonne réponse. En fait, la 41, c'était une boussole à l'envers. Donc le sud pointait vers le nord-ouest pointait vers le sud-est, l'est pointait vers l'est. Et donc la D, c'était celle-ci, le sud-est qui pointait ici vers le nord-ouest. Donc c'était la réponse D. Allez, je fais le débrief. Pareil, comme d'habitude, si quelqu'un peut le noter dans le chat. Donc on a 35A, 36A, 37A, 38C,
39 C, 40 E, 41 D.